Mesdames, Messieurs, une nouvelle fois, l'Assemblée générale des Nations unies a inscrit à son ordre du jour la question algérienne. Devant cette décision, à l'égard de laquelle la France a fait les plus expresses réserves, une mise au point est nécessaire. Je la ferai sans passion en précisant l'attitude de la France devant l'initiative des Nations unies et en rappelant le contenu de sa politique algérienne. Cette politique, je l'ai exposée à de nombreuses reprises depuis la constitution du gouvernement. Elle n'a pas varié. Chaque fois que l'occasion s'en est présentée, Monsieur le ministre des Affaires étrangères ou moi-même en avons informé personnellement les hommes d'État d'autres pays que nous rencontrions. Ce n'est donc pas une politique nouvelle que je vais présenter. Ce serait d'ailleurs montrer bien peu de considération à l'égard de l'Organisation des Nations Unies que d'annoncer je ne sais quelle transformation radicale de notre attitude à la veille d'un débat international. Qui pourrait croire influencer de la sorte sur le vote des Nations Unies? Par contre, il est indispensable qu'aucune ambiguïté ne demeure dans l'esprit des délégations à New York. C'est en pleine connaissance de cause qu'elles devront prendre leurs responsabilités comme la France prendra les siennes. Et d'abord, quels sont les faits? La France a commencé en 1830 à s'établir dans ce que le grand public appelait encore alors la barbarie. Groupe de territoires soumis à une domination turque théorique et en fait livrés à l'anarchie. Il n'y avait pas d'Algérie, mais un ensemble chaotique de républiques kabyles et de royaumes arabes. Notre intervention a délivré la Méditerranée de la piraterie qui faisait encore régner les corsaires basés à Alger. De longue date, l'établissement français en Algérie a été reconnu par toutes les puissances et sa légitimité n'a jamais été mise en doute. Qui pourrait contester l'importance de l'implantation française dans le pays et l'ampleur de l'œuvre que la France y a accomplie? Modernisation de l'économie, sauvegarde de la santé publique, accroissement de la population. Des liens de plus en plus étroits ont été noués avec la France métropolitaine. Et l'Algérie est ainsi devenue progressivement partie intégrante de la métropole. Il y a un siècle qu'elle constitue un groupe de départements français. Et depuis 1946, tous ses habitants sans distinction ont accédé à la citoyenneté française. La situation de droit ne prête donc à aucune équivoque. Le drame qui déchire l'Algérie, dont je ne cherche pas à minimiser la gravité, est un drame français, et c'est à la France de lui apporter sa solution. Au-delà des données juridiques, quelle est la nature du problème? Il ne peut être véritablement compris que si l'on prend conscience du caractère original de l'Algérie. Parler ici de colonialisme ou d'anticolonialisme, c'est méconnaître profondément la réalité algérienne présente. Cette réalité, c'est la complexité ethnique de l'Algérie. Je m'en tiendrai à une présentation très simplifiée, en rappelant que deux collectivités distinctes sont implantées dans le pays, l'une et l'autre importantes, l'une et l'autre fondées à considérer l'Algérie comme leur patrie. 1200 000 habitants d'origine européenne et 8 300 000 musulmans. Les habitants d'origine européenne proviennent de France et des autres pays riverains de la Méditerranée. S'ils comprennent bien quelques hommes dont l'égoïsme à courte vue est pour une lourde part responsable de la situation actuelle, ils sont dans leur écrasante majorité des gens modestes, ouvriers, employés, paysans, commerçants, fonctionnaires, ingénieurs, fixés en Algérie depuis plusieurs générations. C'est en Algérie qu'ils ont leur famille, qu'ils ont leur mort. Les musulmans eux-mêmes comprennent des berbères, descendants des premiers autochtones, et des arabes qui conquièrent ensuite le pays. Il existe également une communauté israélite notable. Le problème de l'Algérie, c'est d'assurer la coexistence de ces deux collectivités, sans que l'une puisse opprimer l'autre. La collectivité musulmane a pour elle le nombre.
La collectivité d'origine européenne, par ses connaissances, son expérience technique, a assuré l'expansion économique de l'Algérie. On a fait un pays moderne et contrôle aujourd'hui encore une grande partie de son économie. Il est exclu à nos yeux que l'une de ces collectivités, quelle qu'elle soit, dicte sa loi à l'autre, que ce soit la loi du nombre ou la loi de la puissance économique. L'Algérie ne peut vivre et connaître la prospérité que par une collaboration active des deux collectivités dans l'égalité, la liberté et la justice. J'insiste encore. La France ne permettra jamais que les Algériens d'origine européenne abusent de leurs avantages économiques actuels en cherchant à exploiter les musulmans. Mais elle n'acceptera jamais non plus que les musulmans profitent de leur nombre pour condamner à la tutelle ou au départ la minorité d'origine européenne. La France n'abandonnera jamais l'Algérie. En aucun cas, le sort de l'Algérie ne sera donc réglé unilatéralement. Ceux qui se livrent à la violence et au terrorisme savent qu'ils ne feront jamais prévaloir leurs desseins par ces moyens. La France, elle, n'utilisera jamais sa force pour imposer à l'Algérie les conceptions d'une partie seulement de sa population. La solution du problème algérien ne peut donc résulter que de négociations, de libres discussions entre les représentants des populations de l'Algérie et ceux de la France tout entière. De la France, qui est la première intéressée à la paix et à la prospérité de l'Algérie, est la mieux placée pour jouer un rôle d'arbitre. Je dirai tout à l'heure comment la France entend organiser ces libres discussions. Je suis d'ailleurs convaincu qu'elles auraient déjà eu lieu et qu'une solution pacifique serait intervenue sans les ingérences de nations étrangères qui n'ont cessé de semer la haine et de soutenir l'insurrection armée. Oui, dans l'affaire algérienne, la France est plaignante. Elle est même accusatrice devant les Nations Unies. Au mois d'octobre, la capture de l'Athos a permis à la France de saisir le Conseil de sécurité. Elle est prête à ouvrir largement son dossier. La capture de l'Athos a établi de manière irréfutable l'aide militaire apportée par l'État égyptien lui-même aux groupes armés en Algérie. Il ne s'agit pas là d'une vague contrebande plus ou moins tolérée. C'est le gouvernement égyptien qui fournit des armes tirées de ses arsenaux, en organise le transport. C'est le gouvernement égyptien qui poursuit systématiquement, dans ses centres d'instruction militaire, ses écoles de commandos et de sabotage, la formation des cadres de groupes armés algériens. C'est la puissance publique égyptienne qui fournit facilités administratives et aides financières aux organisations rebelles. Il ne peut y avoir d'équivoque. C'est à l'État égyptien qui intervient, qui apporte son soutien à un mouvement insurrectionnel déclenché sur notre territoire. La France dénonce cette violation du droit international et des principes mêmes de la Charte des Nations Unies. Mais je citerai encore un autre fait. La campagne de haine et de violence qui se poursuit depuis des années dans les émissions de Radio Damas, de La Voix des Arabes et d'autres postes. Jour après jour, les insultes les plus abjects, les mensonges les plus flagrants alternent avec les appels au meurtre ou à la guerre sainte. Jour après jour, au nom du fanatisme religieux et de la xénophobie, les musulmans d'Algérie sont dressés contre les habitants d'origine européenne. Jour après jour, les États qui contrôlent ces émissions cherchent à creuser un fossé toujours plus profond entre les deux collectivités qui peuplent l'Algérie pour rendre impossible toute réconciliation. Les ingérences étrangères ne se limitent d'ailleurs pas à celles de l'Égypte ou des campagnes de radios arabes. C'est volontairement que je me suis borné aux cas les plus flagrants. J'en appelle aux Nations Unies. Comment concilier les incitations au meurtre, l'aide systématique à une révolte armée, avec les principes de non-immixtion dans les affaires intérieures d'un État et de respect de son indépendance politique sur lesquels est fondée la Charte? Ce serait le devoir de l'Assemblée générale de rappeler ses membres à la stricte observance de celle-ci et de condamner les interventions hostiles
de pays acharnés à opposer les Algériens les uns aux autres et à intensifier la guerre civile, de pays qui compromettent ainsi les chances de solutions pacifiques et démocratiques. Laissez-moi ajouter une précision sur le cas de la Tunisie et du Maroc. La France comprend fort bien que ces pays soient intéressés à une prochaine solution du drame algérien. Mais il me faut dire que certains discours et l'aide apportée à nos adversaires ne sont pas compatibles avec le droit international et le respect des engagements d'amitié souscrits à notre égard. Je ne vais pas chercher à justifier la politique algérienne de la France devant les Nations Unies, qui ne sont pas compétentes pour en connaître. Mais je crois nécessaire qu'elle dispose de tous les éléments d'information. Le fonctionnement normal de l'ONU est malheureusement faussé en raison du parti pris de certains gouvernements dont les votes sont déterminés à l'avance, quels que soient les éléments de la cause. Ces gouvernements, je ne chercherai pas à les convaincre. La France, d'ailleurs, n'attache que fort peu de prix à leur jugement. Par contre, elle est souvent blessée, meurtrie, par l'incompréhension qu'elle rencontre auprès de nations libres et démocratiques qui ont insuffisamment étudié les faits. C'est pour elle que je veux essayer de dissiper trop d'erreurs qui sont entretenues, trop de confusions qui ont été créées. Ce que je vais exposer maintenant, j'y ai déjà consacré plusieurs déclarations officielles. Une fois de plus, je reprendrai ce que le gouvernement proclamait solennellement dès le mois de février dernier. Notre premier objectif est de rétablir la paix, de faire cesser les fusions de sang. Il faut que les armes se taisent pour que s'ouvrent dans la sérénité les discussions sur l'organisation future de l'Algérie. La France maintient donc en permanence une offre inconditionnelle de cessez-le-feu, une offre qui n'est assortie d'aucun préalable politique et qui ne peut pas l'être, quel qu'il soit. Le gouvernement est prêt à tout instant à entrer en contact officiels et directs avec ceux qui se battent pour régler avec eux les conditions générales du cessez-le-feu. Dans les 3 mois qui suivront le retour au calme, seront organisées des élections au collège unique, dont la liberté sera rigoureusement contrôlée. La France n'hésitera pas à inviter de sa propre initiative des nations libres, des nations au régime démocratique éprouvé, à envoyer des représentants en Algérie pendant la campagne électorale pour constater la parfaite liberté du scrutin. Si elle s'oppose à l'intervention des Nations Unies dans une affaire hors de leurs compétences, la France entend par contre qu'aucun doute ne puisse subsister sur sa volonté que les populations de l'Algérie s'expriment sans la moindre pression. Les garanties essentielles en vue de l'organisation des élections pourront même figurer dans l'accord sur le cessez-le-feu. Et c'est avec les représentants ainsi élus, porte-parole authentique des populations de l'Algérie, que le gouvernement entrera immédiatement en discussion pour arrêter l'organisation future de l'Algérie. Pour bien montrer la sincérité de cette offre et notre volonté qu'elle aboutisse, j'ai favorisé à plusieurs reprises, depuis la formation du gouvernement, des contacts entre des personnalités politiques françaises et ceux qui se présentaient comme les chefs des groupes armés en Algérie, de façon qu'ils soient mis pleinement au courant de nos intentions. Ces contacts ont d'ailleurs été reconnus par nos adversaires eux-mêmes. Je passe sur ceux des émissaires ainsi joints qui n'avaient pas d'autorité. Les discussions avec les autres ont fait apparaître d'abord les divergences profondes entre des tendances et des groupes très divers. Il n'est pas de mouvement qui puisse à l'heure actuelle prétendre contrôler toute la rébellion algérienne. Aucun de ceux que nous avons contactés n'a pu faire la preuve de sa représentativité. Comment penser que ces contacts aient impliqué la moindre reconnaissance par nous du FLN, par exemple, comme mandataire des populations de l'Algérie? Ceux qui mènent la lutte armée, et il n'y a pas que le FLN, sont des interlocuteurs normaux lorsqu'il s'agit d'arriver à un cessez-le-feu. Mais leur rôle s'arrête là. Ils n'ont nulle qualité pour représenter les habitants de l'Algérie. Seules des élections libres permettront de connaître les sentiments réels des habitants de l'Algérie. Et seules elles permettront de dégager les interlocuteurs valables, les interlocuteurs capables, avec qui déterminer l'organisation future de l'Algérie. Malgré ces contacts,
Le cessez-le-feu n'est pas intervenu parce qu'il a été délibérément refusé. Les prétendus chefs de la rébellion ont en effet subordonné et continuent à subordonner le cessez-le-feu à l'acceptation préalable et sans réserve de leurs revendications extrêmes. Laissez-moi citer quelques passages d'un mémorandum que le FLN a remis le 2 janvier au président de la première commission de l'Assemblée générale de l'ONU. Il y est proclamé la nécessité d'un règlement politique général préalable au cessez-le-feu. Et voici le contenu de ce règlement. C'est, et je cite, « La reconnaissance par la France du droit à l'Algérie à l'indépendance, la création d'un gouvernement algérien provisoire, avec l'accord du Front de la Libération nationale, qui permettrait seul la réalisation rapide d'un cessez-le-feu. Quant à la minorité européenne, il lui serait laissé, et je cite encore, le choix entre une intégration dans la nation algérienne ou le maintien de la citoyenneté française avec statut d'étranger. » Ces phrases sont éloquentes. Ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une capitulation que recherchent les adversaires. Autrement dit, ils s'opposent à ce que la solution du drame algérien se dégage d'une consultation démocratique. Ils entendent imposer unilatéralement leur solution, comme si la France devait plier devant la violence. À cet extrémisme, nous opposons le seul programme conforme aux règles de la démocratie. Cessez-le-feu inconditionnel, élections libres, libre discussion avec les élus de la population de l'Algérie. Je suis convaincu que notre volonté de paix et de démocratie prévaudra finalement sur le fanatisme et sur la violence. Examinons maintenant les principes qui président à la gestion quotidienne des affaires algériennes et qui guideront le gouvernement français dans les discussions sur l'organisation définitive de l'Algérie. Ils peuvent se ramener à 3. Assurer la stricte égalité des droits de tous les habitants de l'Algérie, quelle que soit leur origine et leur religion. Assurer la coexistence des collectivités qui composent l'Algérie dans le respect de leurs droits légitimes. Dégager la personnalité de l'Algérie en maintenant des liens nécessaires entre l'Algérie et la France métropolitaine. Une stricte égalité des droits dans la liberté et la justice est la première exigence de tous les habitants de l'Algérie. Chacun d'eux bénéficie déjà des garanties de la Constitution française, fondée sur le respect des libertés fondamentales, qu'il s'agisse des libertés personnelles ou des libertés publiques. Mais il faut davantage. Il faut réaliser dans les faits un partage équitable des ressources, du travail et des responsabilités entre tous les habitants de l'Algérie. La pleine participation de chacun aux responsabilités sera assurée par l'introduction du collège unique dans les élections. Tous les habitants de l'Algérie sont assurés de disposer d'une complète égalité dans leurs droits politiques. Et dans ce pays surpeuplé aux faibles ressources naturelles, pour que chacun voie effectivement garantie sa dignité d'homme, il faut aussi que lui soit assuré le droit au travail, le droit à un niveau de vie décente, le droit à la santé. Sans doute faut-il pour cela mieux répartir les richesses du pays, mais plus encore, il faut les accroître. Un vaste plan de réformes économiques et sociales a été mis en œuvre. Il comporte la réforme agraire, la distribution des terres, le développement sur une grande échelle de la scolarisation, de la formation professionnelle, le relèvement des salaires, l'extension à tous les Algériens de la retraite des vieux, un large accès à la fonction publique garantie aux musulmans. Voilà plusieurs mois que ces dispositions reçoivent leur pleine application. L'appui massif de la métropole permet en même temps de poursuivre un important programme d'investissement public, notamment en vue de l'irrigation des terres, de l'industrialisation des pays. Alors il en est, certes, qui nous reprochent de ne pas accorder à l'Algérie l'indépendance pure et simple, la libération nationale. Une indépendance qui aurait pour conséquence une régression économique et sociale certaine, une régression politique vers la dictature ou le régime quasi-féodal de certains États arabes. Serait-ce vraiment un progrès? Serait-ce un progrès si l'Algérie devenait un État musulman dans lequel les habitants d'origine européenne deviendraient des étrangers dans leur propre patrie quand ils ne seraient pas des otages en vue des discussions avec la France? Ce que la France entend assurer, c'est la libération complète de chacun des habitants de l'Algérie, la libération de chacun des hommes algériens, de chacune des femmes algériennes, leur libération économique et sociale,
par un niveau de vie qui garantisse leur dignité, leur libération politique, en les mettant en mesure de faire librement connaître leur opinion. La reconnaissance de l'existence des collectivités qui forment l'Algérie et le respect de leurs droits constituent le deuxième fondement de notre politique algérienne et de toute organisation future de l'Algérie. Aucune des deux collectivités ne doit être opprimée par l'autre. Chacune doit donc pouvoir maintenir son originalité propre, ses règles sociales particulières et les faire évoluer sans contrainte, qu'il s'agisse par exemple du statut personnel des musulmans pour les habitants d'origine arabe ou berbère, du statut civil français pour les habitants d'origine européenne, du libre exercice des cultes ou du développement d'enseignements conformes aux aspirations de chaque collectivité. Pour que soit assuré efficacement et sans heurts le respect des droits des collectivités et l'égalité des droits des citoyens, un grand nombre de mesures seront nécessaires qui conduiront à un climat nouveau. En outre, la division communale et territoriale de l'Algérie revêtira une extrême importance. L'Algérie, par le morcellement de son territoire et sa variété naturelle, est d'ailleurs l'un des pays où la vie publique locale et régionale correspond le plus à une réalité. Les territoires et les communes qui constitueront l'Algérie devront être délimités d'une manière qui tienne le plus large compte des réalités ethniques. Dans bien des communes, dans plusieurs territoires, les habitants d'origine européenne représenteront une fraction importante, sinon majoritaire, de la population. D'autres communes et territoires seront au contraire de peuplement arabe ou berbère. Les territoires seront gérés par des assemblées et des pouvoirs locaux élus. Une très large décentralisation donnera aux autorités territoriales des attributions étendues dans un grand nombre de domaines, notamment en matière administrative, financière et de police, afin que soit assurée au territoire une autonomie de gestion pour tout ce qui est d'intérêt territorial. À l'intérieur du territoire, la commune, cadre élémentaire de la vie publique, sera également gérée par des organismes élus qui recevront des pouvoirs effectifs. J'attache une extrême importance à l'extension des franchises communales en Algérie. Et dans cette perspective, une réforme municipale d'envergure est dès à présent en cours d'application. Elle comporte la dissolution des anciennes municipalités, élues au double collège, et le remplacement de toutes les communes mixtes qui relevaient jusqu'ici de la seule autorité administrative par des communes de plein exercice, gérées par les représentants de la population. Plus de 500 communes nouvelles ont déjà été créées, et près de 600 autres le seront prochainement pour achever la réforme. Ces mesures contribueront à garantir la pleine liberté des prochaines élections. C'est dans le cadre communal que se fait le mieux la préparation aux responsabilités de la gestion directe et que s'établissent les habitudes de la démocratie. C'est dans le cadre communal et dans le cadre territorial que seront le mieux assurées la coexistence des deux collectivités de l'Algérie et l'association de leurs représentants à la gestion d'intérêts communs. Le collège unique y sera un élément d'entente. Il permettra la désignation d'administrateurs locaux et territoriaux qui fourniront à l'Algérie ses cadres politiques. De même que sur le plan communal et sur le plan territorial, les institutions à prévoir comporteront des assemblées délibérantes et les organismes exécutifs correspondants. De même, sur le plan de l'Algérie, et particulièrement pour coordonner l'action des territoires, seront créées des institutions internes, disposant, sur le plan législatif et exécutif, des pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs compétences, et leur existence garantira au-dessus des territoires la personnalité algérienne. Les attributions des pouvoirs publics français, auxquelles l'Algérie participera d'ailleurs par ses représentants élus, seront limitées à ce qui concerne la souveraineté nationale et les intérêts vitaux de la République française dans son ensemble. Ce que la France entend conserver à l'égard de l'Algérie et de ses collectivités locales ou territoriales, c'est essentiellement un pouvoir permanent d'arbitrage, afin de veiller à ce que les droits reconnus à tous les Algériens soient respectés et qu'aucune des collectivités ne soit opprimée par l'autre. Le rôle d'arbitre, avec tout ce qu'il suppose de compréhension profonde et d'objectivité, seule la France, il me faut le dire avec quelque gravité, peut l'assumer avec le désintéressement
et le dévouement complet à l'Algérie qui sont nécessaires. La France s'engagera en même temps à fournir en permanence une contribution importante à un fonds pour l'expansion économique et sociale de l'Algérie, fonds qui sera géré comme une institution commune. Tels sont les principes, à partir desquels pourrait être établie une organisation de l'Algérie qui tient compte des aspirations légitimes de tous les éléments qui la composent. Chacun, s'il est de bonne foi, reconnaîtra le caractère libéral de ces dispositions que le gouvernement français défendra dans ses discussions futures avec les représentants élus de l'Algérie. La France, en ce moment, accomplit un immense effort pour conduire les peuples des territoires dont elle a eu la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires, comme le prescrit la Constitution. Les formes que revêt cette évolution varient dans chaque cas particulier. Des changements de grande ampleur, divers suivant les territoires, ont été par exemple introduits dans toute l'Afrique noire. L'Algérie, clé de voûte de ce vaste ensemble franco-africain d'un type nouveau, fondé sur une communauté d'intérêts culturels, économiques, stratégiques et politiques qui est en préparation, ne saurait être isolée de ce grand mouvement, pas plus que le Sahara, dont la mise en valeur conditionnera l'expansion de toutes les régions riveraines. L'ensemble franco-africain ne sera pas clos d'ailleurs. C'est le désir de la France que des pays comme la Tunisie et le Maroc s'y associent librement pour bénéficier des avantages de l'œuvre commune et notamment de l'apport saharien. Mais plus encore que d'un ensemble franco-africain, c'est d'un ensemble euro-africain qu'il faudrait parler. La France négocie en ce moment avec ses partenaires européens la formation d'un vaste marché commun auquel seront associés les territoires d'outre-mer. C'est l'Europe tout entière qui sera appelée à aider au développement de l'Afrique. Et c'est leur Afrique qui peut devenir demain l'un des principaux facteurs de la politique mondiale. Les nations isolées ne sont plus à la taille du monde. Que signifierait l'Algérie seule? Que ne serait son avenir, au contraire, comme l'un des fondements de la communauté euro-africaine qui s'ébauche? Je crois avoir prouvé la volonté de paix et de justice de la France. J'ai montré aussi les perspectives d'avenir amples et exaltantes qu'elle peut offrir aux populations d'Algérie en les associant à la réalisation de vastes desseins. N'y a-t-il pas là les fondements d'une entente sincère entre tous ceux qui veulent plus de justice et plus de liberté pour tous les Algériens, entre tous ceux qui veulent la prospérité de l'Algérie et le bonheur de ses habitants? Pourquoi alors continuer la violence, les attentats, le terrorisme, en compromettant chaque jour davantage les chances de l'Algérie et de chacun des Algériens? La bonne volonté et la raison ne l'emporteront-elles pas dans un effort de compréhension mutuelle? C'est l'appel que je lance à ceux qui sont aujourd'hui nos adversaires et qui pourraient demain s'associer à nous pour mener à bien l'œuvre commune du relèvement de l'Algérie. Après avoir donné ces informations détaillées sur la politique algérienne de la France, après en avoir fait constater le libéralisme et l'équité, je ne suis que plus à l'aise pour demander aux Nations Unies de ne pas intervenir dans un problème intérieur à l'ensemble français. En termes catégoriques, la Charte stipule qu'aucune de ses dispositions, et je cite, n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. Article 2, paragraphe 7. Cet article s'applique sans contestation aucune à l'Algérie, ensemble de départements français au regard du droit international. C'est dans le respect de la Charte que la France dénie toute compétence à l'Organisation des Nations Unies dans le règlement de l'affaire algérienne. Si, malgré la Charte, l'Assemblée voulait en discuter, la France ne pourrait reconnaître d'autorité à aucun texte qui serait adopté en violation des règles que se sont fixées les Nations Unies elles-mêmes. Je demande à tous les États membres des Nations Unies de se prononcer en toute objectivité sur cette question préalable de la compétence. La non-immixtion dans les affaires intérieures d'un État est l'un des fondements de l'ONU, est une sauvegarde de l'indépendance nationale des États que la Charte entend précisément maintenir. Qui n'a conscience qu'internationaliser un conflit intérieur, c'est le plus souvent l'aggraver et en compromettre le rapide règlement? Le problème se pose aujourd'hui pour l'Algérie, mais n'est-il pas de nombreux pays qui ont eux aussi leur Algérie?
qui ont eux aussi à régler de graves difficultés intérieures à cause de conflits qui opposent au reste de la nation les habitants d'un territoire ou des minorités ethniques. Il serait facile de citer des noms, de donner des exemples. Il en vient à l'esprit de chacun. La France suit avec sympathie les efforts de ces pays pour résoudre leurs problèmes, chaque fois du moins qu'ils agissent dans le respect des droits fondamentaux de l'homme. Engager les Nations Unies à intervenir ne serait pas seulement mal servir leur prestige, ce serait aussi introduire un germe de dissociation dans tous les pays où coexistent des groupes ethniques différents. Il n'est vraiment de l'intérêt d'aucun de ces pays de créer un précédent algérien qui pourrait se retourner contre eux. En constatant son incompétence sur le problème algérien, l'Assemblée générale prouvera sa sérénité et sa volonté de s'en tenir strictement à la charte. Elle n'en aura que plus d'autorité lorsqu'elle abordera les problèmes internationaux dont le règlement lui incombe vraiment. Au moment de conclure, j'insisterai à nouveau sur ce qui est la caractéristique essentielle du problème algérien. La présence en Algérie de deux grandes collectivités humaines dont il faut assurer la coexistence. Il existe peu de situations analogues. Les deux collectivités qui forment l'Algérie sont indispensables, l'une et l'autre, au développement du pays. Leur collaboration conditionne sa prospérité. Et cependant, elles ne se sont que fort peu pénétrées après plusieurs générations. Je ne connais pas de cas semblables, tout au moins de cas semblables qui aient été réglés jusqu'ici conformément à la démocratie et à la justice. Telle est pourtant l'ambition de la France en Algérie. Elle est prête à envisager toutes les solutions, même les plus hardies, pourvu qu'elles soient démocratiques et orientées vers l'avenir. Les souverainetés nationales s'estompent. L'interdépendance entre nations devient la règle. Et inéluctablement, le monde va vers son unité. Est-ce vraiment marcher, comme certains le disent, dans le sens de l'histoire, que prendre la défense de l'ultranationalisme ou de l'établissement de souveraineté d'un type quasi-féodal? La France dénie que ce soit là la voie du progrès. Adopte-t-elle pour cela un comportement réactionnaire face à l'irrésistible mouvement d'émancipation des hommes? Je ne crois pas que cette accusation résiste à l'épreuve des faits. Ce que nous faisons en Afrique noire, l'immense compréhension que nous y rencontrons, la confiance touchante que nous témoignent ces populations, la confiance que nous témoignerait aussi la grande masse musulmane si elle était complètement libérée de la peur. Tout cela prouve que les peuples que nous avons assistés ont reconnu notre libéralisme et notre désintéressement. Certes, le communisme mondial s'emploie à encourager, à déchaîner même les nationalismes les plus exaltés, et dès lors, bien entendu, qu'ils ne se manifestent pas dans la zone d'influence soviétique. Les périodes de nationalisme aigu lui sont d'ailleurs évidemment profitables. Il y règne fréquemment l'anarchie politique ou une régression sociale dramatique qui crée les conditions les plus favorables à son expansion. N'oublions pas que le communisme est à l'extérieur l'un des soutiens de la rébellion algérienne et qu'à l'intérieur, il se sert d'elle pour s'implanter en Algérie. Mais les nations démocratiques se livreront-elles à la surenchère au nationalisme? Ne ferait-elles pas mieux de montrer qu'il est possible de libérer les hommes de ces pays de toutes les oppressions sans pour cela qu'ils s'isolent? La tâche qu'elles doivent s'assigner n'est-elle pas de faire faire au peuple dont elles ont la charge l'économie de l'étape des trois nationalismes? Telle est la mission que la France entend remplir en Algérie. Fidèle à sa tradition démocratique et à sa tradition internationaliste, elle veut assurer la libération individuelle de chacun des habitants de l'Algérie. Elle veut assurer la coexistence et la collaboration active des populations de l'Algérie dans le respect mutuel de leurs droits. Elle veut conduire l'Algérie à la seule indépendance réelle au XXe siècle, celle qui découle de la participation volontaire à une communauté qui soit à la dimension